بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons entamer dans cette séance d'autres formes de mesures d'instruction. Comme nous avons déjà évoqué dans la précédente séance, que selon les dispositions de l'article 55 du Code de procédure civile, le juge peut, soit à la demande des parties, soit d'office, ordonner, avant dire droit, une expertise, visite des lieux, une enquête, le serment ou bien sûr le faux dans procédure de faux incident. Ces mesures rentrent dans le cadre des mesures d'instruction, dans le cadre de code de procédure civile. Et lorsqu'on parle des jugements, je tiens à préciser qu'on a des jugements définitifs sur ceux qui sont et qui tranchent le litige au sens le plus large du terme. Il y a des jugements provisoires, ceux qui sont prononcés ordonnés lorsqu'on ordonne une mesure urgente pendant le procès, et il y a ceux qui ordonnent une mesure d'instruction relative au procès. Il s'agit des jugements qui, sans trancher un litige, acheminent ce litige vers une solution. Il y a des caractéristiques, bien sûr, de ce genre de jugement. On peut dire jugement avant de dire droit. On peut parler de l'absence de désistement de juge. Donc le désistement de juge. Il y a l'absence de ce désistement de juge. Et l'absence, on ne peut pas parler dans ce genre de jugement de l'autorité de la chose jugée sur le principal. Et l'absence aussi de l'appel immédiat, car en se référant donc au code de procédure civile, on remarque que le jugement ou le jugement avant dire droit ne sont pas ou n'est pas susceptible d'une voie de recours immédiate comme l'appel, bien sûr, selon les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, car ils ne sont pas dotés de l'autorité de la chose jugée. Alors la première mesure, les mesures qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la visite des lieux, l'enquête, le serment et le faux incident. Lorsqu'on parle de la visite des lieux, le texte de référence ou les articles de référence, c'est les articles 67 à 70 du Code de procédure civile. Une information, plutôt une remarque très importante, c'est que le législateur marocain allait limiter la visite au lieu. Il a exclu, chose qui est normale, les personnes et les biens meubles. Donc il a limité au lieu. Pourquoi? Parce que on a besoin de faire une visite à un lieu pour éclaircir un point ou un fait qui nécessite, bien sûr, de faire cette descente au lieu. Alors la visite des lieux, c'est une mesure qui permet au juge, pour les besoins d'instruction, de se transporter sur les lieux afin de constater quoi? Soit l'existence ou l'absence d'un fait. Une personne qui n'a pas accès à son terrain, il réclame un droit de passage, ce droit est contesté par les riverains ou les voisins, donc le juge il intente une action en justice, le juge il aura besoin d'une visite des lieux pour déterminer ce droit de passage qui est une servitude, c'est son droit, et en même temps voir lui accorder un droit avec le minimum préjudice par rapport aux riverains. Ça veut dire qu'il essaye de joindre l'utile à l'agréable. Donc cette mesure peut être ordonnée d'office. Deuxièmement, il peut être ordonné à la demande des parties. Il peut être ordonné par jugement ou par ordonnance. Selon l'article que je viens de citer, l'article 55 du Code de procédure civile, le juge peut soit à la demande des parties, soit de l'une d'entre elles, soit d'office,
ordonner, avant de dire droit, au fond, une expertise, une visite des lieux, une enquête, une vérification de critères ou toute autre mesure d'instruction. Alors là, le ministère public a le droit d'assister à toutes les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal. Mais il y a même des mesures d'instruction que selon l'article 9, surtout lorsqu'on parle de faux incidents, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il doit être communiqué obligatoirement au ministère public. La décision ordonnant cette mesure doit, à peine de nullité, déterminer le jour, l'heure ou le lieu où il sera effectué, la notification aux parties selon les règles de notification prévues par le Code de procédure civile, la notification aux parties qui ont le droit d'assister à son déroulement, et le juge d'instruction peut procéder à la désignation. Donc s'il a besoin, des fois le juge ne peut pas, la visite ne suffit pas. Donc le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire, bien sûr, de procéder à la désignation d'un expert qui aura comme rôle de l'assister lors de l'accomplissement de cette mesure. En fait, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire dispose de tous les pouvoirs, bien sûr, d'investigation. Donc ils ont même le droit d'écouter ou d'entendre toute personne se trouvant sur les lieux, surtout les riverains, les voisins, etc. Donc après la clôture de cette mesure, automatiquement il doit être sanctionné sur un procès verbal, un PV, qui va relater tout le déroulement, bien sûr, de la visite, et il doit être tracé par le secrétariat greffe, et une copie doit être mise à la disposition des parties. Alors, si on peut parler des conditions de validité de cette mesure d'instruction, et donc il faut 1, la légalité, et 2, l'utilité, ça veut dire qu'elle doit être utile pour trancher dans un litige. Alors, quelles sont les étapes par rapport à la visite des lieux? Donc, on doit s'assurer que les parties, de la présence des parties et des témoins, le cas échéant, ça veut dire en cas de besoin, vérifier de visu des faits matériels sur les lieux et entendre les parties. La consignation des dires et des déclarations des parties dans un PV, comme on vient de le souligner tout à l'heure, écouter les témoins s'il y a lieu, après avoir s'assuré qu'ils ont prêté serment, sauf si la loi dispose autrement, ou, bien sûr, il y a toute absence de cas de motif de récusation, selon les dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile, qu'on a déjà cité au niveau de l'expertise, ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au 3e degré, inclusivement des parties ou des conjoints de celles-ci, à moins que la loi en dispose autrement. Donc ils sont également écartés ou incapables de témoigner ou de témoignage les personnes que la loi ou une décision judiciaire ont déclaré incapables de servir de témoins dans tous les actes ou de déposer en justice. Parmi aussi les règles de procédure à respecter, il faut entendre toute personne utile, surtout la possibilité pour le juge, dans le cadre de ses investigations, d'écouter toute personne utile surtout comme on vient de citer les voisins. Dresser un PV relatant son déroulement par le secrétaire greffier et il doit être signé bien sûr par le juge et les greffiers, et en cas de refus on doit mentionner sur le PV que l'une des parties refuse de signer et une copie doit être mise à la disposition des deux parties. Faire attention parce qu'on a déjà vu que des cas de nullité de procédure, de ce genre de procédure, s'ils ne sont pas respectés, ils risquent d'entraîner la nullité de cette mesure d'instruction. Alors après, juste l'article 71 jusqu'à 84, il traite de l'enquête. Lorsqu'on parle de l'enquête, selon l'article 71 du Code de procédure civile, l'enquête est une mesure d'instruction qui permet au juge d'entendre les témoins et les parties du litige. Donc vous remarquez là, on se limite à entendre les témoins et les parties du litige. C'est une enquête. Cette mesure peut aussi être ordonnée d'office par le juge, soit à la demande de l'une des parties, la vérification, lorsque la vérification paraît admissible et utile à l'instruction de l'affaire, comme on vient de souligner tout à l'heure, donc la légalité et l'utilité.
Alors, quelle est la procédure de l'enquête? Donc, en se référant à l'article 72 du Code de procédure civile, le jugement qui ordonne l'enquête doit indiquer les faits sur lesquels il doit porter. Donc, toujours on parle d'un jugement avant dur droit. L'heure et le jour de l'audience où il doit être procédé. Et les jugements, bien sûr, avant dire droit, ne peuvent, comme on a souligné, frapper de nullité qu'en même temps avec les jugements sur le fond et dans les mêmes délais. Il faut entendre les parties, entendre les témoins, vérification d'absence de cas de réquisition des témoins comme vient de le citer, prêter serment et les individus, bien sûr, qui ont l'âge de moins de 16 ans révolus ne sont pas admis pour prêter serment et ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignement selon les dispositions de l'article 76 du Code de procédure civile. Alors le greffier doit dresser un procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est signé, selon le cas, soit pour le juge rapporteur, parce qu'on parle de la forme collégiale, soit pour le juge chargé de l'affaire, lorsque le juge est unique, ou le président de l'audience, selon les dispositions de l'article 83 du Code de procédure civile. Les témoins déposent oralement et ne peuvent céder de notes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas céder de notes qu'exceptionnellement et après autorisation de juge selon les dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile. Au cours de l'audience, le juge essaiera de chercher à résoudre le conflit par le fait, ça veut dire, le fait d'entendre, et il entend souvent les témoins séparément. Par rapport au serment, le serment judiciaire, c'est l'affirmation solennelle par une partie devant le juge d'un fait qui lui est favorable. Il est un moyen par lequel le litige, une partie du litige obtient soit attestation de la véracité d'un fait ou d'un acte, soit la négation de son existence ou de leur existence. Le serment est un moyen de preuve selon les dispositions de l'article 404 de l'arrêt des obligations et contrats, qui dispose que le moyen de preuve reconnu par la loi sans l'aveu des parties, la preuve littérale de l'écrit et la preuve testimoniale, la présomption, le serment et le refus de le prêter. Donc la partie qui prête serment doit prononcer le mot « je jure devant Dieu ». Il lui est donné acte de son serment par le tribunal selon les dispositions de l'article 85 du Code de procédure civile. Alors le serment, il peut être soit décisoire, soit supplétoire. Donc lorsqu'on parle de serment décisoire, il est déféré par une partie pour l'autre pour en faire dépendre l'issue des procès. Celui qui a recours, bien sûr, à une telle procédure, offre de renoncer à sa prétention si l'autre partie affirme sous serment le fait sur lequel il fonde cette prétention contraire, ou la prétention contraire. Celui qui a le serment, à qui le serment est déféré, a le choix entre trois attitudes. Soit il prête serment demandé, et par le fait il gagne le procès, soit il refuse de prêter le serment, il perd le procès, le fait allégué par la partie adverse étant réputé établi, soit, bien sûr, il réfère le serment à celui qui l'a déféré, ce qui donne à l'autre la possibilité soit de prêter serment et de gagner le procès, soit de refuser et de perdre le procès. Alors, le serment décisoire n'est pas ordonné d'office par le juge. Le serment décisoire est toujours ordonné à travers le tribunal, la partie ne peut pas l'ordonner directement à l'autre partie. Le tribunal peut toujours, avec l'accord des parties, ordonner le serment, que le serment soit prêté dans des conditions qui engagent les convictions religieuses de celui qui le prête. Alors le serment met définitivement fin au litige, mais ça ne veut pas dire que l'affaire est close et qu'elle n'est plus susceptible d'aucune voie de recours. Il met tout simplement la fin au litige. Alors l'obligation d'une procuration spéciale par rapport à l'avocat est obligatoire selon les dispositions de l'article 30 de la loi 2808 organisant la profession d'avocat. Et ce serment peut être différé à tout moment du
litige. Il peut être requis même pour la première fois devant la cour d'appel, mais il ne peut en aucun cas être déféré devant la cour de cassation. Alors lorsqu'on parle de serment supplétoire, il s'agit d'une mesure d'instruction ordonnée d'office par le juge pour servir de complément de preuve selon les dispositions de l'article 87. Donc c'est un complément de preuve. Donc le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire de le retenir ou pas. Il est différé à l'une ou à l'autre des parties au procès. Il ne peut être référé, pas de possibilité de relancer la balle dans le compte de l'autre partie. C'est une mesure d'instruction selon l'article 87 et c'est un moyen de preuve selon les dispositions de l'article 404 de Dahés, obligations et contrats. Alors le serment supplétoire n'est pas pour le juge qu'un moyen de preuve complémentaire. Ce serment ne constitue pas un moyen de preuve entier, mais simplement un commencement de preuve. Alors là, on passe directement aux mesures relatives à la preuve écrite. Donc on a des actes authentiques qui sont dressés par un notaire, on a des actes sous seing privé qui sont dressés par la personne, par les intéressés avec la légalisation de leur signature. Alors bien sûr, la vérification d'écriture ou le faux incident ne constituent pas uniquement des mesures d'instruction, mais aussi des moyens de défense qui peuvent être invoqués par la partie contre laquelle un acte écrit est produit. Alors quand on parle de vérification d'écriture, cette mesure permet d'examiner la sincérité d'un acte sous seing privé qui a été dénié par l'autre partie contre laquelle il a été introduit. Alors là, la vérification doit porter soit le contenu de l'acte, soit sur la signature posée par lui. Cette mesure peut être ordonnée que si elle est nécessaire à la solution du litige. Ça veut dire qu'on confirme toujours le caractère de ces mesures d'instruction par rapport au juge, selon les dispositions de l'article 89 du Code de procédure civile, tout en sachant qu'il faut se référer aux dispositions de l'article 426 pour définir la notion de signature et bien sûr comment il doit être fait au bas de l'acte, par la propre main de la personne qui s'engage, et aussi aux dispositions de l'article 427 pour les écritures portant engagement de personnes illettrées novales qui, lorsqu'ils ont été reçus par notaire, aux personnes à se autoriser. Cette vérification d'écriture est faite soit par des titres, ça veut dire la comparaison, soit par témoin, soit par expert. Donc la première méthode consiste à la comparaison des écritures, des signatures figurant sur le document. La seconde méthode consiste à l'audition des témoins qui ont assisté à la signature des actes. Donc l'audition des témoins, c'est là une petite remarque, c'est que seul le juge a le droit de faire comparaître des témoins. La troisième méthode est celle par laquelle il est fait recours à un expert. Là aussi, l'obligation de procuration spéciale par rapport à l'avocat est obligatoire. On passe directement au faux incident. Là, il y a un grand débat par rapport aux actes authentiques et aux actes sous seing privé par rapport au faux incident. Le faux incident, il peut être matériel comme il peut être intellectuel. L'action civile et l'action pénale sont indépendantes, sauf la possibilité pour la juridiction civile à surseoir, à statuer, selon les dispositions de l'article 102 du Code de procédure civile, s'il existe une poursuite pénale. L'incident de faux peut être soulevé à titre principal ou à titre incident. La demande d'inscription de faux doit être précédée d'un acte d'inscription de faux. La procédure de droit commun de l'inscription de faux à titre incident relève de la compétence du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. Alors le faux incident concerne ainsi bien les actes authentiques ou sous seing privé. Ça, c'est un grand débat. Le faux incident, mais le faux incident, dans la plupart des auteurs, c'est un moyen de défense au fond, même si c'est une mesure d'instruction, c'est un moyen de défense au fond. Il peut être évoqué en tout état de cause, même pour la première fois devant la cour d'appel. Le faux incident doit être expressément requis par la partie concernée selon les dispositions de l'article 92 du Code de procédure civile. La juridiction de fond ne peut pas l'évoquer d'office. Il ne peut pas l'évoquer d'office. Donc il peut être invoqué devant la cour d'appel et devant la cour de cassation selon les dispositions de l'article 386 et 387 du Code de procédure civile. Alors quelles sont les étapes?
lorsque au cours d'un procès, une pièce produite est incidemment arguée de faux par l'une des parties, le juge peut passer outre s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de cette pièce. Donc le juge a un pouvoir discrétionnaire. En cas contraire, le juge fait sommation à la partie. Donc il fait sommation à la partie, il avertit la partie à qui a produit la pièce de déclarer s'il entend, bien sûr, s'en servir ou non. Si la partie sommée déclare qu'il renonce à faire usage de la pièce arguée de faux, ou si dans les 8 jours de la sommation il fait ou il ne fait aucune déclaration, cette pièce est écartée du procès selon les dispositions de l'article 92 du Code de procédure civile. Si la partie sommée déclare qu'il entend faire usage de la pièce, automatiquement là le juge sursoit à statuer au jugement de la demande principale. Donc, et à partir de là, le juge il doit ordonner le dépôt de la pièce originale au greffe dans un délai de 8 ça veut dire de 8 jours. Faute de ce dépôt, la partie qui invoque la pièce est présumée avoir renoncé à son prévaloir selon les dispositions de l'article 93 du Code de procédure civile. Donc si le dépôt est effectué, le juge procède à l'instruction de la demande, la demande d'inscription en faux, bien sûr selon les dispositions de l'article 94 du Code de procédure civile. Vous remarquez là que les étapes sont relatées d'une manière expresse par le Code de procédure civile. C'est pour ça que je lis ces procédures, parce que c'est des règles de procédure et on ne peut pas être plus scientifique que la science lorsqu'il s'agit d'une règle de procédure. Alors il doit être communiqué au ministère public selon la disposition de l'article 9 du Code de procédure civile. Dans le cas où la pièce n'a pas été produite en original, le juge invite la partie qui entend à s'en prévaloir ou s'en servir à la remettre au greffe de tribunal dans un délai de 8 jours. Alors faute de quoi? Faute par cette partie d'effectuer la remise de la pièce dans ce délai et les procéder comme dans le cas où la partie déclare de ne pas s'en servir de cette pièce selon les dispositions de l'article 95. Si la pièce arguée de faux est en minute dans un dépôt public, le juge a le droit d'ordonner au dépositaire public d'effectuer la remise de cette minute au greffe de tribunal selon les dispositions de l'article 96 du Code de procédure civile. Alors dans les 8 jours de la remise au greffe de la pièce arguée de faux, s'il y a lieu de la minute, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire paraphe la pièce ou la minute et dresse un procès verbal de l'état de la pièce ou de cette minute en présence des parties selon l'article 97 du Code de procédure civile. Alors le procès verbal contient mention des descriptions des ratures et surcharges et interlignes et autres circonstances du même genre. Il est dressé en présence du ministère public et paraphé selon les cas par le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire, le magistrat, le ministère public et en présence des parties mandataires. Alors là, immédiatement après rédaction du procès verbal, il est dressé il est procédé pour l'administration de la preuve de faux. Le juge statue ensuite sur l'existence de faux. La demande qui succombe est passible d'une amende entre 500 et 5000 dirhams. Si l'existence d'un faux est établie, et s'il existe des éléments permettant d'en identifier l'auteur, les pièces sont transmises au ministère public par application du Code de procédure pénale. Donc c'est indépendamment de la demande de l'inscription de faux, la juridiction répressive est saisie, donc elle est sursis de statuer au civil jusqu'à la décision du juge pénal selon les dispositions de l'article 101. Et là, une dernière remarque, le recours devant la Cour de cassation n'est pas susceptible ou n'est pas suspensif que dans les cas suivants, en matière d'état civil, quand il y a eu faux d'incident et en cas d'immatriculation foncière. Je vous remercie de votre attention.